En mai 1945, l'armée soviétique entra dans Berlin. Le drapeau rouge fut hissé au-dessus du Parlement allemand. Avant ce moment, les troupes avaient traversé la Pologne et remporté la bataille de Silo, l'un des derniers grands affrontements du front de l'Est. La guerre en Europe était terminée. L'Union soviétique en sortit renforcée et étendit sa présence sur plusieurs pays de l'Est du continent. Avec la victoire commença une nouvelle étape. La reconstruction, le contrôle du pouvoir et l'organisation du système furent confiés à ceux qui avaient dirigé la guerre. Le modèle était rigide. Les décisions étaient prises depuis le centre et ne se discutaient pas. Avec le temps, certains tentèrent de maintenir cette direction. D'autres cherchèrent à la modifier. Il y eut des chutes rapides. L'un fut arrêté et exécuté. Un autre fut écarté dans une destination lointaine. Que firent ceux qui accédèrent au pouvoir après la guerre? Et quelle fut leur fin? Staline, du commandement en temps de guerre à la domination absolue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Iosif Staline dirigea personnellement les opérations militaires en tant que commandant suprême de l'armée rouge. À partir de 1941, il présida également le comité d'État de défense, concentrant le pouvoir politique, militaire et économique. Toutes les décisions stratégiques passèrent par lui. Il fut à la tête de campagnes clés comme la défense de Moscou et la bataille de Stalingrad, où les ordres interdisaient la retraite ou la reddition. Son rôle fut présenté comme décisif pour la victoire et renforça son autorité totale au sein du système soviétique. À la fin du conflit, l'Union soviétique émergea comme une puissance militaire et territoriale. L'armée rouge contrôlait une grande partie de l'Europe de l'Est. Staline assista aux conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam, où il s'accorda avec les États-Unis et le Royaume-Uni sur la réorganisation du continent. Il se présentait comme l'un des architectes du nouvel ordre mondial et à l'intérieur du pays, comme le chef qui avait sauvé la patrie. Après 1945, son attention se concentra sur la reconstruction intérieure et le contrôle du bloc socialiste. L'infrastructure soviétique était gravement endommagée. Des villes détruites, des réseaux ferroviaires effondrés et une pénurie généralisée caractérisèrent l'après-guerre. L'État organisa la récupération avec des plans centralisés qui priorisaient l'industrie lourde, l'énergie et le système militaire. Les biens de consommation et les améliorations sociales furent relégués. L'agriculture, maintenue dans des fermes collectives, continua à produire à de faibles niveaux dans des conditions précaires pour les paysans. Sur le plan politique, le contrôle restait absolu. Staline conserva la direction du parti et réorganisa sa direction, remplaçant le Politburo par un présidium plus nombreux. Bien que cela élargît formellement la prise de décision, en pratique il continuait à décider seul. Aucun dirigeant ne disposait d'une véritable autonomie. Les propositions étaient approuvées sans discussion, et les désaccords internes se réglaient par des déplacements discrets ou des arrestations. La vigilance idéologique fut également renforcée. Les sciences sociales et la culture étaient subordonnées à la doctrine officielle. Les écrivains, historiens et économistes devaient se conformer à la ligne imposée. Toute déviation était considérée comme suspecte. Une vision du monde centrée sur la lutte contre les ennemis internes et externes était promue. La censure était stricte et les campagnes de propagande exaltaient le rôle de l'État et du parti comme garant de la stabilité. En Europe de l'Est, les pays sous occupation soviétique établirent des gouvernements contrôlés par des partis communistes locaux avec le soutien direct de Moscou. Les coalitions initiales furent remplacées par des régimes à parti unique. Dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est, des structures politiques, économiques et culturelles inspirées du modèle soviétique furent imposées. L'intervention directe dans les affaires internes de ces États fut justifiée comme une garantie de sécurité et d'unité idéologique. Les relations au sein du cercle dirigeant étaient tendues. Staline ne nomma pas de successeur, ni ne promut une direction collégiale. Des fonctionnaires comme Molotov, Kaganovitch, Beria ou Malenkov étaient utilisés pour des tâches spécifiques, mais aucun ne disposait d'un pouvoir stable. À mesure qu'il vieillissait, sa méfiance augmentait. Dans ces dernières années, il lança des campagnes antisémites, comme l'affaire des médecins accusés de conspiration.
Des déportations de certains groupes ethniques furent également planifiées, bien qu'elles ne soient pas exécutées. Le culte de sa personne continua de croître. En 1949, son 70e anniversaire fut célébré par des manifestations massives. Son nom était constamment mentionné dans les discours, les manuels scolaires, les films et les événements publics. Malgré sa faible activité publique après 1948, il restait le centre du système. Il gouvernait depuis sa résidence, entouré de fonctionnaires qui lui remettaient des rapports, mais sans contact direct avec la majorité de l'appareil. En mars 1953, il subit une attaque cérébrale. Plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'il ne reçoive des soins médicaux, et il mourut le 5. Il ne laissa aucune instruction concernant sa succession, ni ne délégua clairement ses responsabilités. Sa mort provoqua une incertitude immédiate. Les dirigeants les plus proches organisèrent rapidement une nouvelle répartition du pouvoir, craignant que l'absence de décision ne déclenche des conflits internes. La structure qu'il laissa derrière lui était conçue pour fonctionner sous son autorité personnelle. La planification économique, le contrôle politique et la politique étrangère reposaient sur des décisions centralisées et sur la répression de la dissidence. Sans lui, le système manquait de mécanismes clairs pour s'adapter ou se renouveler. La période qui s'ouvrait après sa mort serait marquée par des tentatives de redéfinir l'orientation du pays sans rompre avec le modèle qu'il avait consolidé. Beria, du cœur du pouvoir à l'exécution. Lavrenti Beria entra dans le cercle intime de Staline en 1938, lorsqu'il fut nommé chef du NKVD, l'organisme chargé de la sécurité de l'État. Son ascension coïncida avec l'apogée de la Grande Terreur. Depuis cette position, il devint l'un des personnages les plus redoutés du système soviétique. Sous sa direction, l'appareil répressif maintint une surveillance sur tous les secteurs sociaux. Sa réputation de brutalité trouvait son origine en Géorgie, où il ordonnait systématiquement torture et exécution. À Moscou, les interrogatoires sous sa responsabilité étaient connus pour leur cruauté, et son bureau devint synonyme de punition immédiate. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Beria ne joua pas de rôle militaire direct, mais son pouvoir ne cessa de croître. Il fut responsable de la sécurité intérieure, supervisa les déportations massives de minorités accusées de collaborer avec l'ennemi et maintint la discipline par le contrôle du NKVD. Il organisa l'exécution d'officiers polonais à Katyn en 1940 et dirigea l'administration des camps du Goulag, dont la population fut utilisée comme main-d'œuvre pendant la guerre. Bien qu'il apparût rarement en public, il participait aux décisions les plus importantes, toujours subordonné à Staline, mais avec une influence effective sur la vie et la mort de millions de personnes. Après la victoire de 1945, Beria fut récompensé par de nouvelles attributions. Son rang au sein du gouvernement se consolida et il commença également à s'impliquer dans des affaires stratégiques comme le programme nucléaire soviétique. Il supervisa la construction des installations d'essai et contrôla les ressources humaines et matérielles destinées à la bombe atomique. Sa gestion fut considérée comme efficace. En 1949, lors de la réussite du premier essai nucléaire soviétique, il reçut une reconnaissance publique. Il se montra satisfait, bien que de manière contenue, selon les témoins de l'époque. Durant ces années, Beria participa également à des purges internes. Aux côtés de Malenkov, il contribua au démantèlement du cercle de Jdanov après la mort de ce dernier. Plusieurs fonctionnaires proches de Jdanov furent arrêtés et exécutés, reflet des luttes de pouvoir habituelles dans l'entourage de Staline. Beria restait une figure ambiguë, utile pour le contrôle de l'appareil, mais également redouté par ses collègues du Politburo. Dans ses relations avec Staline, il adoptait une attitude de soumission publique. Toutefois, en privé, Beria manifestait du mépris pour le dictateur. Après la mort de Staline en mars 1953, il ne cacha pas son manque de respect. Dans les jours suivants, il se montra actif et sûr de lui. Il fut l'un des dirigeants les plus visibles lors des funérailles et participa à la première répartition du pouvoir. Il prit le contrôle du ministère de l'Intérieur, MVD, qui avait alors absorbé l'ancien ministère de la Sécurité d'État, MGB. Cette fusion lui donnait un contrôle sans précédent sur la police politique, les prisons et la surveillance du parti. Depuis cette position, il promut des réformes immédiates. Il libéra les médecins accusés dans la soi-disant « conspiration des blouses blanches » et annonça publiquement que les preuves étaient fausses.
Il proposa également de revoir d'autres procès antérieurs permettant la libération de prisonniers du goulag. Son intention était de réduire la dépendance à la terreur comme outil de gouvernement. Ces mesures reçurent un soutien initial dans certains secteurs du parti, mais provoquèrent de l'alarme dans d'autres. En politique extérieure, il proposa des changements importants. Il parle d'assouplir le contrôle sur les pays d'Europe de l'Est, en promouvant un traitement plus flexible envers les gouvernements communistes. En secret, il rétablit même le contact avec la Yougoslavie, dont la rupture avec Staline avait été considérée comme une trahison. Il envisagea également des concessions aux républiques non russes au sein de l'URSS, dans le but d'atténuer les tensions ethniques. Ces actions furent perçues comme des tentatives de gagner du soutien politique en marge de l'appareil central. Malgré ces initiatives, Beria était considéré comme une menace par ses collègues. Sa domination sur l'appareil de sécurité le rendait redoutable. On disait qu'il possédait des informations compromettantes sur tous les membres du Présidium, accumulées durant des années de surveillance. Khrouchtchev et Malenkov commencèrent à organiser un complot pour le destituer. Beria, trop confiant, ne prit aucune précaution. En juin 1953, lors d'une réunion du Présidium, il fut arrêté par surprise. Khrouchtchev avait coordonné l'opération avec le maréchal Zhukov, chargé du déploiement militaire. Beria fut emmené hors du Kremlin dans une voiture et placé en détention sous la garde de l'armée. Son arrestation fut annoncée quelques jours plus tard. Le 2 juillet, lors d'une réunion du comité central, ses crimes furent exposés, abus de pouvoir, déviations idéologiques et, dans une accusation peu crédible, espionnage au profit du Royaume-Uni. L'accusation fut approuvée à l'unanimité. Le procès se déroula à huis clos. Beria fut condamné et exécuté en décembre de la même année. Avec sa chute, le parti réorganisa l'appareil de sécurité. En 1954, le MVD fut de nouveau scindé, donnant naissance au KGB, une institution séparée chargée du renseignement et du contre-espionnage. Ces réformes visaient à empêcher qu'une seule personne concentre à nouveau autant de pouvoir. La direction qui suivit tira les leçons des méthodes ayant permis l'ascension de Beria et tenta d'en empêcher la répétition. La figure de Beria résume les excès du système soviétique sous Staline. Il fut l'exécuteur des purges, l'architecte du contrôle répressif et, plus tard, le défenseur d'un changement limité qui ne put jamais se concrétiser. Sa fin fut une conséquence directe de la peur qu'il avait lui-même semée. Son passage au pouvoir fut aussi influent que bref dans l'après-guerre. Après son exécution, son nom fut retiré des discours officiels et effacé des archives publiques. Pendant des décennies, il ne fut pas mentionné officiellement dans l'histoire soviétique. Malenkov, le successeur éphémère et sa chute politique. Georgi Malenkov fut l'un des dirigeants ayant le plus progressé au sein du système stalinien durant les années de guerre et d'après-guerre. Sa carrière évolua à travers des fonctions techniques et organisationnelles, gagnant la confiance de Staline par son efficacité dans les tâches administratives. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participa à la coordination de l'industrie de l'armement et à la mobilisation des ressources humaines pour le front. Bien qu'il ne fût pas une figure publique marquante, son influence grandit silencieusement dans les organes de planification et dans les bureaux centraux du parti. À la fin du conflit, Malenkov fut intégré dans le cercle le plus étroit de Staline. Son rôle s'accrut particulièrement après la mort de Jdanov, en 1948. Avec Beria, il organisa une purge contre le réseau d'alliés de Jdanov à Leningrad et dans d'autres régions. Des dizaines de fonctionnaires furent exécutés, y compris de hauts membres du Politburo. Cet épisode renforça sa position comme l'un des héritiers possibles de la direction soviétique. Dans les dernières années de Staline, Malenkov fut chargé de rapports clés et nommé pour prononcer des discours importants, ce qui le présentait comme son porte-parole officiel. Lors du 19e congrès du parti, en 1952, c'est lui qui lut le rapport central au nom du comité central, tandis que Staline restait silencieux. Cela fut interprété comme un geste de délégation symbolique. Toutefois, il n'existait pas de garantie claire de succession. La concentration du pouvoir entre les mains de Staline empêchait toute autonomie réelle de ses collaborateurs, qui devaient se limiter à exécuter les ordres sans s'écarter de la ligne officielle. Après la mort de Staline en mars 1953, Malenkov fut nommé président du Conseil des ministres et secrétaire du comité central, ce qui le plaçait formellement à la tête du gouvernement. Ses vice-présidents étaient Beria et Molotov. Le reste du présidium conservait une structure collégiale,
Mais Malenkov fut initialement considéré comme le dirigeant le plus influent. Lors des funérailles de Staline, son discours fut le plus sobre et le plus politique, signe qu'il cherchait à se projeter comme un leader de continuité, mais avec un ton moins répressif. Dans les premiers mois, il promut une image de changement maîtrisé. Il défendit une politique de réduction des dépenses militaires, une augmentation de la production de biens de consommation et une politique étrangère plus prudente. Au Soviet suprême, il présenta un budget réduisant les impôts agricoles et augmentant les paiements aux fermes collectives. Il tenta également de promouvoir une industrie plus orientée vers les besoins de la population, en contraste avec le modèle de production axé sur l'armement qui avait dominé les années précédentes. Cependant, ces idées rencontrèrent des résistances. La structure du parti et de l'appareil d'État avait été façonnée par des décennies de priorité au secteur militaire et à l'industrie lourde. En outre, au sein du Présidium, des figures comme Khrouchtchev poussaient leurs propres projets, comme l'exploitation des terres vierges, qui finit par attirer davantage de soutien parmi les cadres régionaux et les secteurs les plus conservateurs du parti sur le plan économique. Une erreur tactique affaiblit sa position. En mars 1953, il démissionna du poste de secrétaire du comité central pour se concentrer sur son rôle de chef du gouvernement. Cette décision permit à Khrouchtchev de prendre le contrôle du parti, un pouvoir qui se révéla bientôt plus influent que celui du Conseil des ministres lui-même. Bien que Malenkov restât le chef formel, sa capacité à décider des politiques sans l'appui du parti diminua progressivement. La relation entre Malenkov et Beria fut d'abord collaborative. Tous deux soutinrent la libération des médecins accusés dans la conspiration des blouses blanches et se montrèrent favorables à la réduction du rôle répressif de l'appareil policier. Toutefois, l'accumulation de pouvoir de Beria au ministère de l'Intérieur suscita la crainte parmi les autres dirigeants. Malenkov appuya le complot lancé par Khrouchtchev qui aboutit à l'arrestation de Beria en juin 1953. Cette action renforça temporairement sa position au gouvernement. Après cet épisode, Malenkov renforça brièvement son influence. Mais le contrôle du parti était déjà entre les mains de Khrouchtchev, qui commença à organiser des soutiens contre lui. Tout au long de 1954, l'autorité de Malenkov au sein du Présidium s'affaiblit. En février 1955, il fut contraint de démissionner de son poste de président du Conseil des ministres, remplacé par Nikolaï Boulganine, un allié de Khrouchtchev. Bien qu'il restât membre du Présidium, son rôle devint clairement secondaire. Après sa destitution, il tenta de former une alliance avec Molotov et Kaganovitch pour freiner l'ascension de Khrouchtchev. En 1957, ces trois dirigeants menèrent une tentative de destitution de Khrouchtchev lors d'une réunion du Présidium. Bien qu'ils aient obtenu une majorité initiale, le comité central fut convoqué en urgence et le coup fut neutralisé. Khrouchtchev consolida son pouvoir et les trois furent expulsés du Présidium. Malenkov fut relégué à des postes secondaires. Dans les années suivantes, il fut nommé directeur d'une centrale hydroélectrique au Kazakhstan. Il n'occupa plus jamais de fonction de haute direction dans l'État. Son passage au pouvoir fut bref mais significatif. Il représenta une alternative modérée au sein de la structure stalinienne, mais manqua de force politique pour imposer une nouvelle direction. Son inclination pour une économie orientée vers la consommation, sa proposition de relations plus pacifiques avec l'Occident et son rejet de la violence policière le différenciaient de nombreux contemporains. Toutefois, sa faiblesse organisationnelle et son manque de charisme l'empêchèrent de construire une base de soutien durable au sein du parti. Molotov. Du pacte avec Hitler à la marginalisation sous Khrouchtchev. Vyacheslav Molotov devint l'une des voix officielles les plus visibles de l'Union soviétique sur la scène internationale. En tant que commissaire aux affaires étrangères, il mena des négociations clés avec les puissances occidentales et représenta le Kremlin lors de moments cruciaux de la politique mondiale. Il fut une figure centrale dans la signature du pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie en 1939, et pendant la guerre, il resta négociateur et porte-parole lors des conférences diplomatiques avec les Alliés. Son parcours, entamé dès les premières années du régime, le positionna comme l'un des collaborateurs les plus constants de Staline. Durant la Seconde Guerre mondiale, il occupa une position importante au sein du Comité d'État de défense
Il participa aux décisions stratégiques aux côtés de Staline, Malenkov et d'autres hauts responsables. Il fut chargé de signer des traités internationaux, de coordonner des missions diplomatiques et de maintenir les relations avec les Alliés. Il se rendit à Londres et à Washington, représentant le Kremlin dans des conférences majeures. Son style rigide et son langage discipliné faisaient de lui un négociateur difficile, mais efficace dans le cadre de la diplomatie soviétique. À la fin de la guerre, il continua comme commissaire aux affaires étrangères. Il dirigea la politique étrangère durant la création du bloc socialiste en Europe de l'Est. Il participa aux négociations qui imposèrent des régimes communistes dans des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est. Il défendit fermement les positions soviétiques face aux puissances occidentales au Conseil de sécurité des Nations Unies et dans des conférences internationales sur le désarmement, les frontières et la coopération économique. Après la mort de Staline en 1953, Molotov fut inclus dans la première répartition du pouvoir. Il fut confirmé comme ministre des Affaires étrangères et vice-président du Conseil des ministres. Cependant, sa figure commençait à perdre de l'influence face à des dirigeants plus jeunes comme Khrouchtchev et des réformateurs comme Malenkov. Bien qu'il soit resté dans la haute direction, son rôle était plus conservateur et il s'opposait souvent aux propositions de changement apparues dans les débats du Présidium. À mesure que Khrouchtchev consolidait son contrôle sur le parti, Molotov fut progressivement isolé. Les idées réformistes de Khrouchtchev entraient en conflit avec la défense par Molotov de l'héritage de Staline et du modèle centralisé qu'il avait contribué à bâtir. En 1956, lors du 20e congrès du parti, Khrouchtchev prononça son discours secret dénonçant les crimes du stalinisme. Molotov tenta de l'en empêcher et proposa que le thème central du congrès soit « Staline, le continuateur de l'œuvre de Lénine ». Il ne parvint pas à imposer son point de vue. Khrouchtchev bénéficiait du soutien de la majorité du Présidium. Molotov fut contraint d'écouter les critiques visant la période qu'il avait lui-même incarnée. Il s'opposa à l'orientation du Congrès, mais ne put la renverser. À partir de ce moment-là, sa position se dégrada visiblement. En 1957, avec Malenkov et Kaganovitch, il dirigea une tentative de destitution de Khrouchtchev lors d'une réunion du Présidium. Ils obtinrent une majorité provisoire pour abolir le poste de premier secrétaire, dans l'espoir de dissoudre sa direction. Mais Khrouchtchev mobilisa le soutien du comité central, faisant venir ses membres à Moscou dans une opération coordonnée avec le maréchal Zhoukov. Le plénum du comité soutint Khrouchtchev et destitua les 3 conspirateurs. Molotov fut expulsé du présidium et du secrétariat du parti. Dans une décision symbolique, il fut nommé ambassadeur en Mongolie. Il passa de figure centrale de l'État à un poste diplomatique mineur et éloigné du centre politique. Ce changement représenta non seulement sa chute personnelle, mais aussi la défaite de la vieille garde stalinienne dans le nouvel équilibre du pouvoir soviétique. Durant les années suivantes, Molotov vécut dans une situation ambiguë. Bien qu'il ne fût ni arrêté ni physiquement purgé, il resta en dehors de la politique effective. Son nom fut retiré de la presse et son rôle historique minimisé dans les documents officiels. Il ne participa à aucune rédaction de mémoire, ni à des événements du parti. En privé, il continua de défendre le modèle qu'il avait aidé à construire. Il n'exprima ni regret ni révision de ses actes durant la période stalinienne. Un des épisodes les plus personnels pour Molotov fut l'arrestation de son épouse, Polina Djemtchougina, lors des dernières purges de Staline. Bien qu'elle fût réhabilitée en 1956, l'événement marqua sa relation avec le reste de la direction. La libération de millions de prisonniers du goulag dans les années suivant le 20e congrès contrastait avec son rôle actif dans les purges antérieures, ce qui contribua à le maintenir en marge des nouveaux projets politiques du régime. Son exclusion définitive fut actée en 1961, lorsqu'il fut expulsé du Parti communiste. Le congrès de cette année-là estima que sa loyauté envers le stalinisme le rendait incompatible avec la ligne actuelle du parti. Bien qu'il n'occupât plus de fonction depuis 1957, l'expulsion formelle mit fin à toute possibilité de réhabilitation de son vivant. Dans les années suivantes, il vécut loin des médias, à Moscou, sous une surveillance informelle. Il refusa les interviews, ne publia pas de mémoire et se limita à des échanges privés avec d'anciens collaborateurs. Il mourut en 1986, à l'âge de 96 ans,
sans avoir été officiellement réhabilité. Sa trajectoire fut l'une des plus longues de l'histoire du pouvoir soviétique. Il fut présent dès les débuts du régime, participa aux décisions les plus décisives de la Seconde Guerre mondiale et de la période de consolidation du bloc socialiste. Sa chute refléta l'éviction d'une génération de dirigeants dont la loyauté envers le stalinisme n'avait plus sa place dans le nouveau contexte politique de l'Union soviétique. Khrouchtchev, réformes, contradictions et destitutions. Nikita Khrouchtchev fut l'un des dirigeants soviétiques les plus marquants après la mort de Staline. Sa carrière politique avait commencé plusieurs décennies plus tôt, avec une participation au mouvement ouvrier durant la Première Guerre mondiale et une adhésion au bolchevisme dès 1918. Il gravit les échelons du parti après avoir étudié à l'Académie industrielle de Moscou, et dans les années 30, il s'imposa comme une figure clé en Ukraine et à Moscou. Durant la Grande Terreur, il soutint les purges, tout en faisant preuve d'efficacité administrative. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut commissaire politique sur le front sud, prenant part à la défense de Stalingrad et à d'autres campagnes. À son retour à Moscou, Staline le nomma secrétaire du comité central en 1949, dans le but d'équilibrer les positions de Malenkov et d'autres cadres du parti. Cette nomination le rapprocha du noyau du pouvoir dans les dernières années de Staline. Après sa mort, Khrouchtchev fut nommé premier secrétaire du Parti communiste, bien qu'au départ dans une direction collégiale avec Malenkov, Beria et Molotov. Il consolida progressivement sa position, manœuvrant pour affaiblir ses rivaux. Il participa activement à l'arrestation de Beria en juin 1953, un acte qui marqua son affirmation dans l'appareil politique. Dès le départ, Khrouchtchev misait sur un renouveau du système sans abandonner les fondements du parti unique. Son premier grand projet fut la campagne de culture des terres vierges au Kazakhstan et en Sibérie, mobilisant des millions de personnes. Le résultat initial fut une augmentation de la production céréalière, bien qu'insoutenable à long terme. Parallèlement, il promut une réorganisation administrative fragmentant les ministères centraux et transférant des fonctions à des conseils économiques régionaux dans le but de dynamiser la gestion économique. L'un de ses actes les plus significatifs fut le discours secret de 1956 au 20e congrès du parti. Il y dénonça les crimes de Staline, critiqua le culte de la personnalité et reconnut l'existence d'abus généralisés. Ce geste constitua un tournant dans la politique soviétique. En interne, il provoqua une onde de choc. À l'international, il affaiblit la cohésion du bloc socialiste. Des protestations éclatèrent en Pologne et en Hongrie, et la répression qui suivit montra que les limites du changement restaient sous le contrôle du Kremlin. Malgré la dénonciation du stalinisme, Khrouchtchev conserva des éléments du système précédent. Il renforça le rôle du parti comme guide de l'État et maintint la structure centralisée de la planification. Sur le plan économique, il combina réformes techniques et campagnes volontaristes. En agriculture, il encouragea l'expansion des kolkhozes, la création de sovkhozes et la réduction des terres privées. Entre 1950 et 1960, la production de blé augmenta considérablement, de même que celle du lait et de la viande. Toutefois, le modèle restait tributaire de décisions politiques plutôt que d'une efficacité structurelle. En politique étrangère, il tenta de réduire les tensions avec l'Occident. Il rencontra Eisenhower puis Kennedy, défendant la coexistence pacifique. Toutefois, son style imprévisible suscitait l'incertitude. Lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, il décida de retirer les armes soviétiques sans consulter le Présidium, ce qui fut perçu comme un recul. Bien qu'il ait évité un conflit nucléaire, sa gestion unilatérale de l'épisode éroda son autorité auprès des dirigeants du parti. Sur le plan interne, il chercha à réformer l'appareil du parti. En 1961, il imposa une limitation de la durée des mandats, une mesure qui inquiéta de nombreux cadres intermédiaires. Il divisa également les comités régionaux en branches séparées pour l'agriculture et l'industrie, générant des duplications administratives. Ces décisions accentuèrent le mécontentement parmi les fonctionnaires locaux et au sein du Présidium, où ces réorganisations étaient vues comme arbitraires et inefficaces. Sur le plan idéologique, il promut un discours optimiste sur le communisme. Il affirma que l'URSS dépasserait le capitalisme en qualité de vie.
La construction massive de logements, l'expansion de la consommation et l'amélioration de l'alimentation semblaient lui donner raison. Cependant, les déséquilibres structurels ne disparurent pas. L'industrie lourde restait prioritaire et les réformes ne réussirent pas à modifier le schéma d'investissement du régime. En 1963, une mauvaise récolte obligea à importer du blé, révélant les limites de son modèle agricole. Khrouchtchev eut également un impact sur la vie culturelle. Il autorisa la publication d'œuvres critiques telles que « Une journée d'Ivan Denisovitch de Soljenitsyne ». Il y eut une brève période d'ouverture dans la littérature, le cinéma et la musique. Toutefois, lorsque certains auteurs dépassèrent les limites définies par le parti, des restrictions furent rétablies. La censure fut relancée, quoique de manière moins sévère qu'à l'époque de Staline. Son style personnel provoquait des divisions. Il mêlait enthousiasme populiste et décisions abruptes. Il intervenait directement dans des questions techniques, ignorant les experts. À l'ONU, il interrompit un discours en frappant la table avec une chaussure, ce qui renforça son image de dirigeant imprévisible. En même temps, il accumulait les fonctions et cherchait la reconnaissance personnelle, malgré ses critiques du culte de la personnalité. Sa figure apparaissait quotidiennement dans la presse et son entourage familial recevait des avantages politiques, comme la nomination de son gendre à la tête d'Izvestia. En octobre 1964, il fut destitué par le présidium du comité central. Ses opposants, dirigés par Brejnev, Souslov et Kosygin, invoquèrent une gestion erratique. La destitution fut organisée discrètement. À son retour de vacances, il fut convoqué à une réunion où on lui demanda sa démission. Il accepta sans résistance, comprenant que son cycle était terminé. Il fut autorisé à se retirer et vécut à Moscou jusqu'à sa mort en 1971, éloigné de toute activité politique. Brejnev, stabilité, stagnation et déclin. Léonid Brejnev accéda à la politique soviétique en tant que membre de la génération postérieure à la guerre civile. Né en 1906 dans une famille ouvrière russe en Ukraine, il rejoignit le Parti communiste dans les années 30, se distinguant par sa discipline et son adaptabilité. Son ascension se consolida durant la Seconde Guerre mondiale, où il servit comme commissaire politique sur les fronts du Sud et d'Ukraine. Après le conflit, sa relation avec Khrouchtchev lui fut bénéfique et il fut promu à des postes clés en Moldavie, puis au sein de l'appareil central du parti. En 1964, il participa à la destitution de Nikita Khrouchtchev. Il fut désigné premier secrétaire du Parti communiste, un poste qui devint par la suite celui de secrétaire général. Il partageait le pouvoir avec d'autres dirigeants comme Kosygin et Podgorny dans une structure collégiale, mais il s'imposa progressivement comme figure centrale. Son objectif initial fut de restaurer l'ordre administratif après l'agitation des années précédentes. Il annula plusieurs réformes de Khrouchtchev, rétablit les ministères centraux et abandonna les divisions sectorielles dans les comités du parti. Sur le plan économique, il favorisa la continuité. Bien qu'il ait permis à Kosygin de lancer quelques réformes orientées vers la décentralisation, il bloqua toute tentative de modification des fondements de la planification centralisée. La croissance initiale de l'agriculture et de l'industrie entre 1965 et 1970 renforça son autorité. Cependant, cette dynamique s'enraya progressivement. Dans les années 70, la productivité diminua, l'innovation technologique fut limitée et la bureaucratie devint plus rigide. Les investissements massifs ne produisaient pas de résultats proportionnels. Malgré cela, une politique de bien-être relative fut maintenue. Les salaires réels augmentèrent, la construction de logements fut encouragée et les services sociaux furent élargis. En 1980, l'accès aux appareils électroménagers et aux biens de base s'était amélioré par rapport aux années 50. Toutefois, les déséquilibres structurels persistaient. L'agriculture dépendait toujours de subventions massives et l'URSS devint un importateur régulier de céréales. Le système économique reposait en grande partie sur les revenus tirés des exportations d'hydrocarbures, dont la hausse des prix dans les années 70 évita une crise budgétaire majeure. En politique étrangère, Brejnev chercha à maintenir le prestige international de l'Union soviétique. Il promut la détente avec les États-Unis, signant des accords de limitation des armements avec Nixon et Carter. Il se rendit à Washington et reçut des dirigeants occidentaux à Moscou. En même temps,
Il soutint activement les mouvements révolutionnaires en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et augmenta la coopération militaire avec des alliés comme Cuba et le Vietnam. En 1979, l'invasion de l'Afghanistan marqua un tournant dans cette politique, déclenchant une crise prolongée qui détériora les relations avec l'Occident et accentua les tensions internes. La gestion culturelle de Brejnev combina répression sélective et tolérance limitée. Bien que certains espaces de critique modérés aient été permis, les œuvres remettant en cause le système ou le passé stalinien furent censurées. La répression des dissidents tels qu'Andreï Sakharov ou Alexandre Solzhenitsyn fut constante. Le système du samizdat devint un moyen clandestin de circulation d'idées et de littérature non officielle. La surveillance politique et l'autocensure dominèrent la vie intellectuelle soviétique à cette époque. La structure du pouvoir sous Brejnev se transforma en gérontocratie. L'âge moyen du Politburo augmenta progressivement et le renouvellement générationnel fut bloqué. L'appareil du parti fut rempli de cadres promus par Brejnev depuis ses années à Dniepropetrovsk, formant un réseau loyal mais peu innovant. Les décisions importantes étaient prises par consensus, évitant les conflits ouverts, mais empêchant également des réformes substantielles. Cette stabilité fut interprétée comme de l'immobilisme par de nombreux secteurs internes de l'État. Sur le plan personnel, Brejnev cultiva l'image d'un dirigeant affable, bien qu'il ait accumulé des privilèges personnels. Il toléra le népotisme au sein de son entourage familial et permit des niveaux élevés de corruption dans les cercles du pouvoir. Sa santé se détériora gravement dans les années 80. Il souffrait de multiples affections, prenait des médicaments en continu et nécessitait des soins médicaux permanents. Malgré cela, il demeura en fonction, soutenu par un entourage qui redoutait les effets politiques de son retrait. L'inertie du système empêcha la préparation d'une transition ordonnée. Entre 1980 et 1982, sa participation aux affaires publiques se réduisit notablement. Ses apparitions furent sporadiques et sa communication limitée. En pratique, les décisions étaient prises par des figures comme Ustinov, Andropov, Gromyko et Tchernenko, dans une direction collégiale non officielle. L'absence de leadership effectif accentua la désorganisation. Parallèlement, des rapports sur des scandales de corruption impliquant sa famille commencèrent à circuler, promus par des rivaux politiques comme Andropov depuis le KGB. Brejnev mourut le 10 novembre 1982. Ses funérailles furent solennelles, sans manifestation publique d'émotion de la part de l'élite. Bien qu'il reçût des honneurs officiels, son départ fut perçu comme une libération par de nombreux dirigeants du parti. Il fut enterré sur la place Rouge, en uniforme de maréchal, avec toutes ses décorations. Son mandat, qui avait commencé avec des promesses de stabilité et d'amélioration, se termina avec un système paralysé, incapable de répondre efficacement aux problèmes économiques, sociaux et politiques accumulés. Andropov, entre surveillance et réforme avortée. Yuri Andropov prit la tête de l'Union soviétique en novembre 1982, après la mort de Léonid Brejnev. Sa trajectoire politique était longue. Né en 1914 dans une famille de classe moyenne, il rejoignit dès sa jeunesse le Komsomol et gravit les échelons du parti. En 1954, il fut nommé ambassadeur en Hongrie, où il fut témoin direct de l'insurrection de Budapest en 1956, épisode qui laissa une empreinte durable sur sa vision de l'ordre communiste et de la nécessité du contrôle politique. De retour à Moscou, il fut intégré au comité central du parti, puis, en 1967, choisi par Brejnev pour diriger le KGB. Depuis ce poste, il exerça pendant 15 ans un contrôle strict sur la dissidence, l'espionnage extérieur et la stabilité interne. Il devint l'un des dirigeants les mieux informés du système, avec accès à des rapports secrets et à un vaste réseau de surveillance. Sa gestion renforça le rôle du KGB en tant qu'instrument clé du pouvoir soviétique. Durant les dernières années de Brejnev, Andropov se prépara à lui succéder. Il profita du déclin physique du secrétaire général et utilisa son influence dans l'appareil de sécurité pour exposer des affaires de corruption dans son entourage. En novembre 1982, il fut nommé secrétaire général du Parti communiste dans un processus relativement ordonné. Contrairement à son prédécesseur, il souhaitait agir avec plus de fermeté pour réactiver le système.
Andropov considérait la discipline comme la base de la reprise économique. L'une de ses premières décisions fut de lancer une campagne de lutte contre la corruption. Il destitua des fonctionnaires de ministères clés, promut des procès contre des employés de l'État et réorganisa l'appareil du parti. Il ordonna des descentes dans les centres de travail, imposa des amendes pour retard et exigea une présence constante au travail. Ces mesures furent accueillies avec scepticisme par une population habituée depuis des années à l'inefficacité et à l'informalité du système. Sur le plan personnel, Andropov était austère. Il évitait les excès, assistait rarement à des événements sociaux et cultivait une image sobre. Il était méthodique, exigeant avec ses collaborateurs et réservé. Bien qu'il ait effectué certains gestes symboliques, comme une visite dans une usine à Moscou, ses apparitions publiques étaient limitées. Il ne promouvait pas le culte de la personnalité et évitait les médias. Sur le plan idéologique, il ne rompit pas avec le marxisme-léninisme traditionnel. Il maintint le slogan du socialisme développé et rejeta toute révision fondamentale du système. Toutefois, il reconnaissait la nécessité d'adapter la gestion de l'État. Il permit un certain espace de débat au sein du parti et chargea Mikhaïl Gorbatchev et Nikolai Rykov d'élaborer un rapport sur la régénération économique. Bien que le document proposât des améliorations, Andropov refusa qu'y soient intégrées les idées plus audacieuses de cercles académiques indépendants, comme celui de Novosibirsk, qui dénonçait l'inefficacité structurelle du système soviétique. L'une de ses initiatives les plus marquantes fut la promotion de nouveaux cadres. Il soutint l'ascension de jeunes figures comme Gorbatchev, Ligachev et Rykov. Il réorganisa l'appareil central du parti pour réduire le poids des responsables les plus anciens, promus durant l'ère Brejnev. Il chercha à créer un climat propice au changement sans provoquer d'affrontements internes. Sa stratégie était réformatrice sur le plan fonctionnel, sans modifier l'ossature politique essentielle. En politique étrangère, il reprit l'initiative. En 1983, il proposa aux États-Unis la signature d'un accord formel visant à éviter les attaques contre les membres des alliances militaires respectives. Il tenta également de relancer la détente, interrompue depuis l'intervention soviétique en Afghanistan en 1979. Cependant, son image en Occident restait liée à son passé au KGB. Ronald Reagan le désignait comme le représentant de l'Empire du Mal et rejeta les propositions soviétiques. Les tensions s'intensifièrent encore après l'abattage du vol KAL-007, un avion commercial sud-coréen entré dans l'espace aérien soviétique. L'épisode déclencha une crise secrète durant laquelle Andropov ordonna l'alerte nucléaire maximale, convaincu que les États-Unis préparaient une attaque. Pendant cette période, sa santé se détériora rapidement. Il souffrait d'une maladie rénale chronique, l'obligeant à de longues périodes de convalescence. Dès le printemps 1983, il cessa d'assister régulièrement aux réunions du Politburo. Ses communications passaient par des notes envoyées depuis sa résidence. En pratique, le pouvoir commença à se transférer à d'autres membres du Présidium, notamment Konstantin Tchernenko et Mikhaïl Gorbatchev, qui alternaient la présidence des réunions. Bien qu'il préférait Gorbatchev comme successeur, il ne parvint pas à faire aboutir cette option. Dans l'un de ses derniers écrits adressés au comité central, il exprima cette préférence, mais le document fut modifié par les partisans de Tchernenko avant sa présentation officielle. Andropov mourut le 9 février 1984. Il n'avait exercé le pouvoir que durant 15 mois. Son mandat fut bref, mais fit naître des attentes de renouveau qui ne purent se concrétiser pleinement. À sa mort, de nombreux réformistes le considérèrent comme une figure de transition. Pour certains, il représentait l'occasion d'une réforme lente mais ferme. Pour d'autres, il n'était pas allé assez loin. Durant son bref mandat, il parvint à destituer un cinquième des premiers secrétaires provinciaux, améliora certains indicateurs industriels et autorisa la diffusion restreinte d'idées réformatrices au sein du parti. Toutefois, son approche prudente, le manque de temps et son état de santé limitèrent à la portée de ses projets. Tchernenko, un mandat faible pour clore une époque. Konstantin Tchernenko fut élu secrétaire général du Parti communiste en février 1984, après la mort de Youri Andropov. Sa nomination fut une décision de compromis au sein de la direction soviétique. Bien qu'il fût gravement malade, il était perçu comme quelqu'un qui ne modifierait pas la ligne établie,
ni ne bouleverserait l'équilibre entre les différentes factions du pouvoir. Il ne représentait pas un projet nouveau, mais la continuité d'une ligne conservatrice forgée durant l'ère Brejnev. Tchernenko n'était ni une figure marquante ni charismatique. Il avait fait carrière dans l'appareil du parti, principalement à travers des fonctions administratives. Sa relation avec Brejnev, établie dès les années 50, lui permit de progresser jusqu'à atteindre des postes élevés dans les années 70. Il fut secrétaire du comité central à partir de 1976 et entra au Politburo en 1978. Il avait toujours travaillé en arrière-plan, sans ambition personnelle apparente. Lorsqu'il prit la tête du pays, son état de santé était déjà très dégradé. Durant son bref passage au pouvoir, il ne lança aucune réforme importante. Il ne proposa aucun changement, ni ne revint sur les décisions précédentes. Le gouvernement fonctionnait sans initiative. La seule action notable fut la poursuite d'un projet de dérivation de rivières en Sibérie, hérité de plans antérieurs. C'était une initiative coûteuse et à l'impact environnemental douteux, typique des approches techniques du passé. Aucune nouvelle politique économique ne fut débattue, ni aucune proposition de modernisation du système. Son état de santé l'éloignait de la plupart des réunions. Lorsqu'il apparaissait en public, il lisait de courts discours ou laissait d'autres les lire à sa place. Les décisions importantes étaient prises collectivement ou restaient en suspens. Les problèmes du pays continuaient à s'accumuler, faibles rendements agricoles, inefficacité industrielle, absence d'innovation et mécontentement social. Aucun de ces défis ne fut traité activement par la nouvelle direction. Dans ce contexte, d'autres dirigeants commencèrent à occuper plus d'espace. Mikhaïl Gorbatchev, promu par Andropov, commença à coordonner les réunions du secrétariat et du Politburo en l'absence de Tchernenko. Doté d'une image plus jeune et porteur de propositions pour réviser la gestion économique, il devint une figure de plus en plus visible dans l'appareil. Sans enfreindre les règles, il construisait des soutiens sans s'opposer directement au secrétaire général. Au sein de la direction, il n'y avait pas de consensus sur la succession. Certains, comme Viktor Grishine et Grigori Romanov, tentèrent de se positionner comme héritiers, y compris à travers des actes publics destinés à attirer l'attention. Cependant, aucun ne parvint à obtenir un soutien suffisant. L'image de Tchernenko servait à maintenir un équilibre, même si chacun savait que son leadership était temporaire et ne pourrait se prolonger. Le comité central ne manifesta pas d'enthousiasme pour son élection. Lorsqu'il fut confirmé dans ses fonctions, la réaction fut froide. Il n'y eut ni ovation ni discours de soutien prolongé. La majorité comprenait qu'il s'agissait d'une solution provisoire destinée à éviter les conflits internes. Dans les faits, le pays restait sans direction claire, à un moment où les tensions économiques et sociales exigeaient des décisions urgentes. Pendant ce temps, les brouillons de propositions économiques commandés par Andropov circulaient encore parmi les conseillers. Certains dirigeants plus jeunes, comme Rykov et Ligachev, les utilisaient comme base pour discuter de possibles ajustements du système de gestion. On ne parlait pas encore de réformes profondes, mais une nouvelle feuille de route commençait à se dessiner avec des idées différentes des approches traditionnelles. La santé de Tchernenko se détériora rapidement. Il passait de longues périodes en traitement et ne pouvait assurer une activité régulière. Début 1985, ses apparitions étaient quasiment inexistantes. Les décisions étaient prises en son nom, mais sous la direction effective d'autres dirigeants. Le fonctionnement du gouvernement reposait sur des accords informels entre les membres les plus actifs du Politburo, notamment Gorbatchev, qui présidait plusieurs sessions en son absence. Il mourut le 10 mars 1985. Sa mort ne provoqua pas d'émotion particulière. Les funérailles furent sobres, sans grande manifestation d'affliction. Il avait dirigé pendant un peu plus d'1 an, sans laisser de décision notable ni de propositions nouvelles. Il fut le dernier dirigeant directement lié à la génération de Brejnev. Son passage au pouvoir marqua la fin d'une époque prolongée de 2 décennies, caractérisée par l'immobilisme et la primauté du contrôle sur la transformation. La succession fut résolue immédiatement. Le jour suivant, Gorbatchev fut élu secrétaire général du parti. Gorbatchev, réforme, crise et fin de l'Union soviétique. Il accéda à la tête de l'Union soviétique le 11 mars 1985, après la mort de Konstantin Tchernenko. Il fut le plus jeune dirigeant à accéder à ce poste depuis Staline.
Né en 1931 dans une famille de paysans du sud de la Russie, il passa sa jeunesse dans un kolkhoze et travailla au champ avant d'étudier le droit à l'Université d'État de Moscou. De retour à Stavropol, il intégra l'appareil du Komsomol, entamant ainsi sa carrière politique. Dans les années 70, il fut promu à de hauts postes du parti et entra au Politburo en 1980. Dès le départ, Gorbatchev afficha son intention de rénover le système soviétique. Au cours des premiers mois, il promut une rotation des cadres, remplaçant les dirigeants vétérans par des figures plus jeunes. Sur le plan économique, il lança une campagne contre la corruption et chercha à améliorer la productivité. Toutefois, il comprit rapidement que ces mesures étaient insuffisantes. La crise était structurelle et nécessitait des transformations plus profondes. En 1986, il lança deux concepts clés, la perestroïka et la glasnost. La première, signifiant restructuration, désignait une réforme du système économique et administratif. La seconde, traduite par transparence ou ouverture, impliquait une plus grande liberté d'expression et de critique. Dès lors, la censure fut réduite et des débats publics émergèrent dans les médias, les universités et les institutions culturelles. Gorbatchev ne cherchait pas à détruire le système soviétique. Son objectif était de l'adapter à de nouvelles conditions. Il voulait maintenir le Parti communiste, mais avec de nouvelles pratiques. Il soutint des lois permettant la création de coopératives privées et une certaine autonomie des entreprises d'État. Il promut également des élections internes dans les soviets, avec plus d'un candidat par poste, chose inédite depuis les premières années du régime. La réforme ne fut pas bien accueillie par tous. De nombreux membres de l'appareil craignaient de perdre leurs privilèges. En 1987, plusieurs alliés de Gorbatchev au sein du Politburo commencèrent à s'éloigner. Malgré cela, il poursuivit ses réformes. Il permit le retour du dissident Andreï Sakharov et soutint la publication de livres critiques à l'égard du passé soviétique. En 1988, son influence au sein du comité central se renforça et il fut élu président du Soviet suprême. En politique étrangère, Gorbatchev rencontra les présidents Reagan et Bush. Il réduisit unilatéralement la taille de l'armée soviétique et retira les troupes d'Afghanistan. Il déclara que les pays du pacte de Varsovie pouvaient choisir librement leur gouvernement sans intervention de Moscou. Cette décision marqua le début de l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est. En 1989, le mur de Berlin tomba, et peu après, les gouvernements communistes furent remplacés dans presque tous les pays du bloc. Bien que Gorbatchev n'ait pas directement provoqué ces changements, il ne les empêcha pas. Sa politique facilita une sortie non violente du communisme en Europe. Cette attitude fut saluée en Occident. Il reçut de nombreux prix et distinctions, et fut un temps l'une des figures les plus populaires du monde. En URSS, cependant, son image était différente. Beaucoup le tenaient pour responsable du désordre et de la détérioration de l'économie. Entre 1989 et 1990, les républiques soviétiques commencèrent à réclamer plus d'autonomie. Dans les pays baltes et le Caucase, des mouvements nationalistes virent le jour. En Lituanie, l'indépendance fut proclamée. Dans d'autres républiques, comme l'Ukraine et la Géorgie, les revendications séparatistes augmentèrent. Gorbatchev tenta de maintenir l'unité du pays par un nouveau traité de l'Union. Mais le soutien au pouvoir central s'affaiblissait de plus en plus. Parallèlement, Boris Eltsine apparut sur la scène. Il quitta les partis communistes et mena l'opposition depuis la République russe. Élu président du Soviet suprême de Russie, il devint le principal rival de Gorbatchev. Tandis que celui-ci tentait de préserver l'URSS, Eltsine avançait vers la création d'une Russie indépendante. La rivalité entre les deux accentua la fragmentation du pouvoir dans les dernières années de l'Union soviétique. En août 1991, un groupe de dirigeants conservateurs tenta un coup d'État. Gorbatchev fut isolé dans sa résidence de vacances. Le putsch échoua grâce à la résistance menée par Eltsine à Moscou. Après cet échec, le pouvoir de Gorbatchev fut encore davantage affaibli. Le Parti communiste fut suspendu et les républiques commencèrent à proclamer leur indépendance de manière définitive. Le 25 décembre 1991, Mikhaïl Gorbatchev démissionna de la présidence de l'URSS. Le lendemain, l'Union soviétique cessa d'exister officiellement.
Il avait gouverné pendant 6 ans. Durant cette période, il tenta de transformer le système de l'intérieur, mais finit par présider à sa désintégration. Sa figure reste celle d'un réformateur qui ouvrit des espaces de liberté, mais qui ne parvint pas à maîtriser les conséquences de ses décisions. Pendant plus de 40 ans, les dirigeants soviétiques qui prirent le pouvoir à la fin de la Seconde Guerre mondiale marquèrent le destin du pays. Certains tentèrent de préserver le modèle qu'ils avaient contribué à consolider. D'autres cherchèrent à le modifier de l'intérieur. Certains concentrèrent un pouvoir absolu et tombèrent de manière soudaine. D'autres promurent des changements, mais se heurtèrent à un système réfractaire à toute transformation. Le temps n'apporta pas une ligne continue. Certains restèrent des années au pouvoir. D'autres furent écartés en quelques mois. La planification centralisée, la surveillance permanente et l'obéissance au parti demeurèrent des axes constants, bien que chaque leadership ait laissé son empreinte. Avec la disparition de l'Union soviétique en 1991, prit également fin l'époque de ceux qui avaient dirigé l'État depuis la victoire sur l'Allemagne. Aucun ne parvint à assurer une continuité stable. Leurs trajectoires illustrent comment le pouvoir fut organisé et maintenu et comment il finit par disparaître.